Bonjour à vous, merci d'être présent. D'habitude je dis, bah oui, vous êtes venus alors qu'il fait beau. Aujourd'hui vous auriez pu rester au coin de la cheminée, hein, voilà, avec un bon livre. Vous avez fait un autre choix et j'espère que vous ne le regretterez pas. Puisque Georges Farjas évoquait la maison d'édition que j'ai créée, je vais simplement rappeler quelques toutes petites choses élémentaires pour introduire la rencontre avec Salah Al-Hamdani. J'ai créé cette maison d'édition avec en tête 4 points cardinaux. Alors je vais les énumérer, ces 4 points cardinaux, et vous allez voir au fil des minutes qui vont s'écouler que Salah Al-Hamdani répond exactement à ces 4 réalités-là. La première, pour moi, le premier point important, c'est l'ouverture aux poésies du monde. J'ai créé cette maison d'édition pour accueillir des poètes du monde entier, sans exclusive et sans orientation, sans privilège géographique. Voilà. Donc les poètes que je publie viennent de tous les horizons. Donc, et le premier d'entre eux était Salah Al-Hamdani. Le premier livre, c'est celui de Salah Al-Hamdani, Le balayeur du désert. Donc Salah vient d'Irak. Voilà. On en reparlera dans un instant. La deuxième chose qui me semble très très importante, c'est l'héritage de l'éducation populaire. Je suis quelqu'un qui veut ouvrir à tous la porte de la poésie. Ouvrir à tous la porte de la poésie, mais ça ne veut pas dire abaisser le niveau de nos exigences. Ouvrir à tous, mais sans perdre, sans renier les ailes de nos exigences littéraires, éditoriales, artistiques et humaines. Voilà. Ça, c'est ces 2 points-là. Le troisième, c'est que je publie des poètes qui ont des choses à dire sur leur présence au monde. En particulier, des voix qui n'ont pas dissocié le lyrisme et l'engagement. De ce point de vue-là, et Salah Al-Hamdani le dira mieux que moi, on se sent les héritiers des grands poètes de la seconde moitié du XXe siècle. Partez de Lorca jusqu'à Éluard, en passant par Nazim Hikmet, par Yanis Ritsos, dont on parlera dans quelques semaines. Voilà. Faites une escale chez Cadou, mais vous y êtes déjà. Hein, voilà. Et donc vous aurez compris que c'est cet héritage-là que l'on défend dans le champ du contemporain, ou de l'extrême contemporain, qui ne veut pas dire l'avant-garde esthétique, hein, mais je ne publie, pour ainsi dire, que des poètes vivants. Ça, c'est le troisième point. Et puis, le quatrième, c'est la parole, c'est le partage. Je dis souvent que publier de beaux livres de poésie, ce n'est faire que la moitié du travail. C'est donner la demi-vie de la littérature à la poésie, qui a besoin de cette autre demi-vie, qui est la voix, le partage, l'écoute, la rencontre vivante avec un public. Parce que la poésie, c'est un art vivant, au même titre que la chanson. Que diriez-vous des chansons si elles étaient enfermées en permanence dans l'espace des livres? Elles n'existeraient pas totalement, ou si peu. Eh bien, pour la poésie, c'est la même chose. Donc ces 4 points sont pour moi fondamentaux. Je ne déroge pas à ces règles-là. Et je dois dire que Salah Al-Hamdani fait partie de ces rares écrivains que je publie qui épousent ces 4 dimensions. Parce qu'il vient d'ailleurs et qu'il est un passeur de culture par-delà les rives de la Méditerranée. Vous allez l'entendre, pour une raison toute simple, c'est que cet homme qui est à mes côtés, j'en suis très heureux, qui est né en 1951 à Bagdad, de culture arabophone, écrit aujourd'hui dans les 2 langues, en arabe et en français. Alors on ne peut pas mieux dire lorsqu'on parle je viens de dire, passeur de culture par-delà les rives de la Méditerranée. Et Dieu sait que c'est aujourd'hui absolument fondamental dans le monde dans lequel nous vivons. Il est aussi, vous l'entendrez, un homme engagé, une grande voix de la poésie lyrique du monde arabe contemporaine, mais aussi un homme engagé. Engagé, il l'a payé d'ailleurs très cher, hein, il en parlera dans un instant. Il a connu les prisons de Bagdad, l'exil, un exil probablement à vie. Il est encore aujourd'hui engagé contre la guerre. Voilà. Nous raconterons son itinéraire dans un instant, mais cette deuxième dimension, elle est extrêmement présente. Troisième dimension, je parlais de l'éducation populaire. Voilà un poète qui s'adresse absolument à tout le monde. La poésie de Salah Al-Hamdani n'est pas une poésie réservée à un cercle restreint d'initiés, de spécialistes ou de happy few. C'est vraiment quelqu'un que tout le monde peut lire,
de l'agrégé de philosophie au boulanger de son quartier. Voilà, je crois cela, je pense profondément cela. Et il ne me l'a jamais dit, mais probablement que quelque part dans la tête de Salah, il y a cette idée qu'il faut qu'un poème puisse être compris par notre propre mère. Hein? Tout à fait. Voilà. Et enfin, le quatrième point, dire le poème, l'espace du partage, l'espace de la voix, celle de l'écoute et du dialogue. Alors, Salah Al-Hamdani a été comédien, il a même renoncé à une carrière assez fulgurante de comédien lorsqu'il est arrivé en France. Il y a renoncé pour la poésie, il l'évoquera dans un instant, mais c'est quelqu'un qui passe une grande partie de son existence à dire ses poèmes, à faire entendre sa poésie et celle des autres, avec une voix, vous le verrez, dont les vibrations sont profondément en accord avec la force des textes qu'il produit. Voilà. Donc je tenais à faire ce petit détour pour expliquer quelles sont les raisons qui m'ont poussé et me poussent encore à publier ce poète qui a un itinéraire tout à fait exceptionnel. Je terminerai cette introduction en vous disant qu'il y a des écrivains qui n'ont pas de biographie et d'autres qui ont des biographies exceptionnelles. Au XIXe siècle, prenez Rimbaud, c'est un itinéraire biographique complètement incroyable, par sa précocité, par son départ en Abyssinie, par sa mort prématurée. Et puis prenez Mallarmé, c'est une vie avec une biographie extrêmement ordinaire. Alors, Salah Al-Hamdani fait partie de la première catégorie. Il s'en serait sûrement bien passé. Hein, mais il fait partie de ces écrivains qui ont une biographie particulière. La prison, la condamnation, l'exil. Ce sont des lignes de fracture, des lignes de faille extrêmement importantes dans une vie d'homme. Et c'est sur ces lignes de faille, sur ces lignes de fracture, que son œuvre poétique, littéraire, parce que ça va au-delà de la poésie, s'est construite, continue à se construire. Alors, nous avons décidé de structurer notre rencontre en 3 temps. Dans un premier temps, nous essaierons de suivre l'itinéraire de cet homme. Donc, le premier quart d'heure sera assez biographique. Puis nous parlerons de ce rapport au monde, justement, qui est le sien, marqué à la fois par l'exil et par l'engagement. Et enfin, nous aborderons la question tellement importante chez lui du dialogue entre les cultures. Et nous le verrons notamment du dialogue avec la culture juive et avec des poètes, notamment un poète avec lequel il a écrit un livre publié en 3 langues, français, arabe, hébreu. Voilà. Alors, je me tourne vers Salah avec cette première question. Tu es né en 1951 à Bagdad, dans un quartier populaire. Hein? Malfameux. Voilà. C'est un quartier populaire de Bagdad, oui, c'est vrai. Ton père était menuisier. Un ouvrier, oui, tout à fait. Voilà, et un ouvrier, tu aurais pu, comme lui, continuer ce travail. Et à 17 ans, 16 ans, tu décides que la vie est ailleurs et qu'il faut se frotter à l'écorce rugueuse de l'existence. Et tu prends une décision qui sera lourde de conséquences. Alors je voudrais qu'on démarre avec cette décision. Cette décision, quand on est à Bagdad, les années 60-70, c'était assez compliqué et complexe. L'Orient est toujours compliqué, bien entendu. Et mon engagement à moi, comme on était d'une famille très grande, j'avais beaucoup de frères et sœurs, comme beaucoup de familles arabes. Et j'étais obligé de m'engager dans l'armée irakienne parce que je devais aider ma mère. Je voyais que ma mère, elle n'arrive pas à nourrir la famille. Mon père était un feignant. Il se promenait dans les marchés, il draguait les filles. Et ma mère, la pauvre, oui, mais ça, je dis une vérité, parce qu'en général, dans le monde arabe, sincèrement, beaucoup, cette image-là, hein, c'est-à-dire que la femme, elle crève dans la maison, elle nourrit les enfants, elle s'occupe d'eux, de leur éducation, de morale, etc. Et les hommes, en général, pas tous les hommes, bien entendu, je trouve que mon père à moi, je l'ai connu, donc je parle de lui, Dieu son âme, il est décédé.
mais il n'était pas très doué pour aider ma mère. Et donc, je trouvais que nous, les garçons, chacun de nous, essaye d'amener de l'argent à la maison. Mes sœurs, ils n'avaient pas le droit de travailler, hein, donc elles restent à la maison. Et moi, je n'avais pas de métier, je n'avais pas de diplôme, je n'avais rien. À l'époque, je ne parlais à peine l'arabe, enfin, l'écrire et lire la langue arabe, hein, parce que j'étais un enfant d'école de soir. Et l'école de soir, chez nous, on n'apprend rien. C'est ça que signifie, l'école des pauvres. Et donc, je me suis engagé dans l'armée irakienne et je suis devenu commando et parachutiste. Ce n'était pas du tout destiné à la poésie, hein. Absolument pas. Et donc, voilà que ça... Donc, dans l'armée irakienne, à l'époque, Saddam Hussein, que tout le monde le connaît ici, c'est un grand star, vu que c'est un dictateur, Saddam Hussein était un voyou, comme beaucoup de dictateurs chez nous dans le monde arabe. On commence voyou et on devient dictateur. Et au fait, se trouvait que Saddam, il n'était pas au pouvoir, mais son parti nationaliste, fasciste arabe, je l'appelle fasciste, bien entendu, parce que c'est nationaliste pour moi. J'espère que vous avez voté dimanche. Hein? Bon. Et dimanche prochain aussi. Hein? Et donc voilà le fait d'aller dans l'armée et de me trouver affronté à ce moment-là au problème du Kurde. Vous avez entendu parler du Kurde. C'est un grand peuple, les Kurdes. Je suis arabe. Moi, je suis né arabe à Bagdad. Et dans le nord de l'Irak, aujourd'hui on appelle le Kurdistan, les Kurdes, depuis des siècles, ils voulaient une indépendance. Hein, depuis toujours. D'ailleurs, le peuple kurde, il se trouve de la montagne russe, c'est une grande montagne, ils arrivent jusqu'à la Turquie. Tout ça, c'est des Kurdes, messieurs, dames. Ce n'est pas arabe. C'est des gens qui parlent une autre langue, une autre civilisation, sauf dominés par les Arabes, ils parlent turc. D'ailleurs, en Turquie, excusez-moi, on ne les nomme pas Kurdes, on les appelle les paysans de la montagne. C'est très sympathique. Et donc voilà que je me suis trouvé dans des camps militaires à Kirkouk, dans le nord de l'Irak, qu'on n'appelait pas le Kurdistan à l'époque. Et c'est ce moment-là, j'ai vu, j'ai entendu, j'étais commando, donc je savais faire. Hein, j'ai appris. Et donc ils m'ont amené dans le nord pour faire la guerre. Ce n'est pas du tout pour amener des fleurs pour les Kurdes, bien entendu. Et les circonstances donc, dans lesquelles tu vas te trouver, tu as 18 ans à l'époque. Oui, 18 ans. C'est ça, 18 ans, vont t'amener à pratiquer ce que nous on appelle ici aujourd'hui la désobéissance civile ou la désobéissance militaire. Oui, absolument. Mais tu peux raconter cet épisode brièvement. Évidemment, il est complètement fondateur hein, dans ton existence. Au fait, je suis devenu un véritable traître. C'est mieux. Ce n'est pas une résistance morale, mais c'est trahir quelque chose d'insupportable. Hein, c'est-à-dire de voir qu'on amène des enfants kurdes dans les camps militaires et on les tabassait parce qu'on cherchait leurs parents. Et c'était le service de renseignement, ce n'est pas les soldats. C'est des civils au sein de l'armée irakienne à l'époque. Ils cherchaient, donc ils capturaient des enfants hébergés, parce que le Kurdistan, c'est des bergers, il n'y a pas d'industriels là-bas, il n'y a pas d'usine. Et ils les amenaient dans les camps militaires. Et nous, on entend parler de soldats, on était commando, hein, on dit, ah, tiens, on entend du bruit la nuit, etc. Et c'est à ce moment-là, je pense que les clics qui arrivent chez quelqu'un, et de dire, attends, qu'est-ce que c'est que je ne suis pas venu ici pour que j'entende ce bruit-là. J'entends qu'on tabasse des enfants. Donc tu vas une nuit faire évader, tu vas libérer plusieurs jeunes Kurdes. Donc tu ouvres les portes de la prison, hein, où vous les aviez enfermés. Oui, tout à fait. Oui. Et donc tu pratiques cet acte de trahison. Oui. Et évidemment, à partir de là, tu es, on dirait, traduit en cour martiale. Voilà, hein. c'est l'équivalent de la cour martiale. On imagine ce que ça pouvait être dans le régime irakien de l'époque. Et tu te retrouves en prison. Voilà. Et donc en prison, au fait, entre les tortures et ça va ?
Ça va, vous attendez bien? Oui, non, ça va. Et donc, moi, à cet âge-là, je ne connaissais pas la poésie, en fait. Je n'ai jamais entendu parler de poésie, vu que chez moi, nous ne connaissons pas les livres. Né dans une famille, on ne connaît pas les crayons, les magazines, on n'a pas, monsieur, dame. Il n'y avait rien à l'époque. Hein. Et donc, dans l'armée, bien entendu, on commence à voir un peu, parce que on voyage et on fréquente d'autres personnes. Et dans les prisons politiques, c'est là où il y a un bouleversement dans ma vie. J'écoutais tous les soirs, ou toute la nuit pratiquement, parce que ça durait 8 mois, prisonnier, j'étais pendant 8 mois en prison, et j'attendais quelqu'un qui chuchotait des mots. Je trouvais que c'était très beau. Alors nous, on était dans la torture, c'est-à-dire on pisse sur soi, vous voyez, c'était pas une partie de plaisir. Et j'attendais ça. J'ai dit, mais c'est très beau. Alors moi, je ne comprenais pas. Comme je n'ai pas de culture à l'époque, je pensais que c'est des versets coraniques. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ce que ma mère, elle lit chez moi, des versets coraniques, mon père, dans les quartiers, etc. Et donc, j'avais que cette référence culturelle. Et j'attends, je dis, ça, c'est très beau. Je suis allé voir ce monsieur, qui était un collègue prisonnier, et je lui dis, qu'est-ce que tu chuchotes toutes les nuits? Et il m'a dit, c'est des poèmes. C'est la première fois. J'avais 20 ans. J'entends le mot poème. Je dis, poème, ça veut dire quoi? Il me dit, tu ne sais pas? Je dis, non. Je lui dis, mais comment est-ce que j'ai le droit de faire des poèmes, moi? Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire des poèmes? Et il m'a dit, toute personne qui a des sentiments, c'est une leçon pour moi, messieurs, dames. Toute personne a des sentiments, il peut écrire des poèmes. C'est comme base. Donc on n'a pas besoin d'une grande culture pour ça. J'ai dit, même moi j'ai beaucoup de sentiments. Donc il me dit, toi tu peux, avec tes sentiments, tu peux écrire. Donc, comme s'il m'a donné le bâton, ou il m'a donné en tout cas la possibilité d'y aller écrire. Donc je suis passé toute la nuit à écrire, et on avait des crayons, etc. On se débrouille comme on peut en tant que prisonnier, et le lendemain, je lui ai tendu mon papier. Bien sûr, les gars, il a beaucoup de sentiments, il a 20 ans, alors il a lu, je me souviens très bien, il a lu, et il a déchiré. Donc moi, je ne comprenais rien, je lui ai dit, mais pourquoi tu déchires mon poème? Bêtement, il m'a dit, il ne faut jamais écrire ce genre de choses. Bon, voilà autre chose. Alors, va savoir qu'est-ce qu'il voulait dire. Est-ce que j'ai écrit un torchon en disant, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Au fait, c'est le type que je lui dis écrire des poèmes, et là, il dit n'importe quoi. Est-ce qu'il a pensé me sauver la vie, en disant que ce type, il est très dangereux pour lui-même, parce que ce qu'il écrit, il peut éventuellement, si les gardiens tombent dessus, il va être beaucoup plus torturé. Mais en tout cas, ce qui, pour moi, était important certainement à ce moment-là, c'est qu'on a des sentiments, on peut écrire des poèmes, mais l'écriture, c'est une responsabilité. C'est ça, ce que j'ai appris, en tout cas. C'est-à-dire de ne pas... Le langage... On peut tuer des gens avec le langage, non? On peut abîmer quelqu'un toute sa vie. Les mots, il peut être très très violent, les mots. On peut tuer des gens, en tout cas détruire quelqu'un moralement avec les mots. Et du coup, c'est ça que j'ai appris, au fait. On a des sentiments, on peut écrire, mais on ne peut pas écrire n'importe quoi. On doit être responsable, en tout cas. L'écriture, c'est une responsabilité. Voilà, c'est une Alors, tu découvres aussi que la poésie est une alternative à la religion, à ce moment-là. Hein? C'était plutôt après, au fait, quand je me suis libéré, parce que comme Saddam, comme je disais tout à l'heure, il n'était pas au pouvoir en tant que président ou dictateur, parce que sinon je serais fusillé. On avait un général qui était réellement un général de l'armée. Oui, pardon. Non, ça va. Parce que je regarde, méfiez-vous, j'ai 2 yeux. Et au fait, ils m'ont libéré et je me suis trouvé à Bagdad, en plein Bagdad. Et Bagdad, messieurs, dames, depuis toujours, même si je répète souvent,
Bagdad, si ça nous plaît à dire, nous, les Irakiens, quand on lance une sandale dans l'air, elle tombera toujours sur la tête d'un poète. Bagdad, c'est un dicton chez nous. C'est-à-dire que c'est une ville qui produit des poètes depuis des siècles. Ce n'est pas par hasard qu'on a des poètes qui ont bouleversé la poésie arabe. Tout bouleversement dans la poésie ou dans le monde arabe, ça vient de Bagdad. Ce n'est pas parce que je suis irakien. Parce que je trouve les grands poètes qui sont comme Rimbaud, Baudelaire, chez nous, ici en France, je dis chez nous, parce que je suis français aussi, après tout. La base, c'est Sayyab, Nazik el-Malaika, voilà, il y a deux grands poètes. Et donc, au fait, c'était plutôt me trouver à Bagdad. Et là où j'ai découvert dans les cafés de Bagdad un auteur qui a encore bouleversé ma vie pour toujours d'ailleurs, c'est Albert Camus. J'ai lu Albert Camus en arabe dans les cafés de Bagdad. Et les livres qui a réellement m'a bouleversé jusqu'à aujourd'hui et qui m'a éloigné définitivement de la religion, et particulièrement de l'islam, parce que je suis né musulman, c'est le mythe de Sisyphe. Ces livres étaient et toujours essentiels dans ma vie. Donc je me suis éloigné de la religion et j'ai découvert qu'au fait, vu que Camille disait il faut imaginer Sisyphe heureux, j'étais Sisyphe heureux à Bagdad même, malgré le prison, etc. Et voilà que j'ai lu l'œuvre complète de Camus à Bagdad. Et le jour où j'ai appris que ma tête était mise à prix, parce que dans le monde arabe, on libère quelqu'un qui fait de la politique, et après on le tue dans le civil. On fait un accident, on l'écrase, n'importe quoi. On dit de prison, on n'a pas de prisonniers politiques. Ben, bien entendu, parce qu'ils nous tuent dans les marchés ou dans les cafés, etc. Et quand j'ai appris par mes amis que ma tête était mise à prix, et où je devais absolument quitter l'Irak, ben, c'est Camus qui est venu tout de suite devant moi. Camus qui est français, au-delà de sa naissance en Algérie, bien entendu, mais il est français. Et je disais, bon, je vais aller au pays de Camus. S'il y a un homme qui écrit des choses aussi bouleversantes, aussi magnifiques, qui me touche, moi, les Bagdadiens, c'est que son pays est magnifique. Je suis venu parce que je vous aime, messieurs, dames. Je suis venu dans ce pays parce que je l'adore. Voilà. Et dans le livre que l'on vient de publier, Rebâtir les jours, tu dis à peu près la chose suivante: si Bagdad m'a fait naître, la France m'a fait homme. Alors peut-être peut-on entendre un premier temps de lecture. D'accord. La solitude ressemble à une lampe. Si elle n'éclaire pas tes nuits, il faudra la casser. Inventer le sens des choses est un triomphe sur l'oubli. À chaque fois que je pense à toi, je tente un cri un peu plus haut que ma vie. Puis revient le jour d'hiver et ces palmiers qui meurent en silence au bord de la page. L'après-midi, on est parti sans raison, voir le soleil disparaître derrière la mer. On s'est installé sur un escalier en pierre. Un enfant ici, moi à ce côté, et l'autre plus loin. Nous demandons où était passé le nôtre. Les chiens, eux aussi, avaient regagné leur place, et le sable nous dérobait ce qu'il restait devant. Alors j'ai revu mes parents qui couraient là-bas, sous les bombes. Je me suis souvenu d'hier, et j'ai encore pensé à toi, mon amour. J'ai abandonné les ombres à leurs propriétaires et l'air de clos lointain, cet air qui rôde toujours, comme une nuée de papillons maladroits, amassés dans ma chambre, ainsi que toi, moi, la patrie et l'inertie de chevaux de nos aïeux. Je ne suis ni bagdadien, ni poète, ni l'ombre d'un figuier, mais une divergence, une bribe de souffle sur la ville peut-être, une conversation ininterrompue. Prédateur du hasard, je surveille le rien, je pourchasse l'énigme des rêves, je compose avec ma peine, avec l'éphémère, l'anecdote. Mes jours se défont souvent
dans la quiétude du crépuscule. Mais je t'aime et j'apprends très vite, comme dans les ténèbres. ها إنني قرب سياجك بأمتعتي القديمة وذكرياتي المهزومة. ها إني أعود إليك مثل جنديا لم يخض الحرب. فلا تسأليني عن أسماء الذين سقطوا في المعارك وكيف قطعت الطريق إلى دارك. واعلمي إني لم أكن لأضيع الشمس بل خطفها الأوغاد من على جبيني. Me voilà tout près de la palissade, vaincu, avec mes cicatrices et mes vieilles affaires. Me voilà qui revient vers toi, en soldat qui n'aura pas fait la guerre. Alors ne me demande pas le nom de ceux qui sont tombés à la bataille. Ne me demande pas non plus comment j'ai parcouru le chemin jusqu'à ta demeure. Sache seulement que je n'ai pas égaré le soleil, mais que des crapules me l'ont volé. De fenêtre en fenêtre, aucune lumière ne dessine l'ombre de ma présence, aucun champ ne se fait visiter par le vent, aucun cheval ne tire un voilier sur le sable. Seule la nuit se jette sur la table, le lit, mon corps, la rue, et sur le visage du tyran, mort dans le journal. Je n'ai jamais pensé chevaucher le vent, atteindre les collines, pour scruter les années et comprendre comment l'homme là-bas chérissait sa blessure. Je songe aux condamnés, à ceux qui peuplent le cimetière et à d'autres qui, faute de tombe, s'accrochent au poème. Je viens de Mésopotamie, de ces jardins en poussière, de ce temple étiédi par le temps où les humains portent leur croix. Depuis ce temps, je plie mes jours, je suis le ciel, et suspends mon âme devant le cimetière de mes frères. Sur votre terre lointaine, je me balance d'une guerre à l'autre, d'une défaite à l'autre, et me détache de mes blessures, comme un soldat cherche un abri. Oui, mère, un soldat déjà mort ne se sacrifie pas. ماذا سيفعل هذا الجسد؟ ما سبب حضوره والآخرين غياب؟ كيف ستبدو الرجولة لو لم تتسخ بعري طفولتها؟ أبي وحده يملك ربما جوابا على السؤال ولكنه مات ولم أراه. Que faire de ce corps face à l'absence des autres? Comment mûrir si le dénouement de l'enfance ne vous sacrifie pas? Seul mon père connaissait la réponse, mais il est mort avant mon retour. Reste ma mère, habituée à l'absence, qui s'élève sans cesse et s'efforce de tenir sur une jambe, comme un flamand dans un mirage. Tu veux que je continue ou je m'arrête? Je continue encore. Ça ne vous dérange pas, ça va? Albert Camus. Dans cette grande nuit, impensable de retenir la mer avec ses mains, sécher la blessure des saisons, mettre le désert dans sa poche, tatouer l'aube du hurlement et inventer une autre vie pour ce mot boiteux. Pour te revoir voltiger au-dessus des ténèbres comme les gémissements de pleureuses dans la mémoire de partisans. Je t'écris de mon matin abasourdi, j'ajuste la noyade à mes sentiments, en attendant la tempête de mon petit rêve de rien, envoûté par cette lumière, alors que tu contemples le ciel qui dérive en tornade. Je veux te dire que je passe mon temps à jouer avec une corde, en sautant les instants poussiéreux, et que je ne regrette pas le souvenir posé maladroitement comme des pierres en moi. Avec l'oubli en floraison, comme les regards d'un enfant sans bouche, je me tiens tel un vent. Je découpe la solitude, l'héritage de la mémoire de cet automne dans l'écriture. Alors la cruauté de fourbe s'abat sur nous comme une ultime vengeance. Tout vient de loin.
les voix et les rêves brodés du retour, cette étoile qui drague la fenêtre, et même la crainte d'être bombardé, comme la mer restée dans la guerre. Pourtant, la lune ne reconnaît plus le fusillé. Je t'écris de ma peine, d'une France piratée. C'est pas de l'époque, c'était avant, ce poème, hein? La France piratée. D'une France piratée, dans cette bibliothèque mutilée, et pourtant je vais mourir ici, malgré l'imperfection de l'aube, malgré les livres et leurs auteurs, désormais dans les cartons. Dois-je m'enterrer dans les miroirs de la solitude? Je suis le témoin de l'exil, de nos rêves malmenés. Le dehors est mon dedans, et je n'ai aucun poème méduse à extirper de mon cahier. L'exil est ma patrie, pas ma demeure. Je suis le coup du fleuve suspendu au-dessus d'une mémoire fiévreuse. Pour labourer ton souffle, je m'offre à l'averse incendiaire qui avale la montagne, en glissement dans l'écriture, et je ravive le regard de dernier bédouin. Voilà. Merci Salah pour ce premier temps de lecture. Alors, une partie des textes que nous venons d'entendre sont tirés de ce recueil paru au mois de septembre, Rebâtir les jours, écrit directement en français. Je voudrais signaler la présence de ce livre, Adieu mon tortionnaire, qui vient d'être publié aux éditions Le Temps des Cerises, que vous trouverez ici, qui est un recueil de nouvelles, qui date déjà de quelques années, et qui permet de mieux comprendre, au fond, ce que tu n'as pas eu le temps de raconter concernant ta jeunesse. On le découvre dans ce livre, qui évoque à la fois ta présence, ton existence dans ce Bagdad au moment de la libération, le départ, l'arrivée en France, la tentation du retour, et puis quelque chose qui se situe à la fois entre le chagrin et parfois la cocasserie. Il y a des scènes qui sont assez cocasses, assez drôles. Voilà, donc je vous invite à découvrir ce livre, Adieu mon tortionnaire. Alors nous allons aborder le deuxième temps de notre dialogue, en abordant cette fois la double question de l'exil qui est vraiment présent dans ta poésie, l'exil et l'engagement, c'est-à-dire à la fois la douleur de vivre, la douleur du départ, et d'un départ qui est peut-être sans retour parce que la situation ne s'arrange pas, hein, et qu'aujourd'hui tu te sens peut-être plus français qu'irakien. Hein, oui, c'est vrai. Voilà. J'ai bu tellement de vin ici que c'est bon. Hein, voilà. Et puis la question de tes colères, la question de l'engagement, ce pays que tu continues à traverser à gué, parce que de toutes parts, tu vois monter une marée qui te rappelle évidemment les années difficiles de Bagdad et de ta jeunesse. Oui, c'est vrai que Les balayeurs du désert, ce livre qui est publié, le premier livre chez Prenez Dossé, c'est un livre, au fait, pourquoi ce titre, Balayeurs du désert? Je crois que j'ai l'impression qu'au fait, l'exil, ça devient un échec. J'ai milité pendant 30 ans en France pour qu'après, il y ait des islamistes, quelque part, qui viennent prendre le pouvoir. C'est terrible pour nous. Il n'y a pas que pour moi. Et du coup, comment faire? Comment récupérer le temps? Comment devancer le temps? Comment revenir en arrière pour dire, attendez, je crois qu'on a mal compris. Pourquoi cet exil? Un exilé qui reste aujourd'hui ici, alors que, avec bonheur, bien entendu, parce que mon exil, ça devient une création. Ce n'est pas un exil cavardeuse. Je suis un homme qui aime rire aussi. Hein? Mais par contre, je veux dire que c'est vrai. C'est comme si aujourd'hui, si tu veux, c'est définitivement chérir la France. C'est-à-dire qu'en plus, j'ai une petite fille, et ça fait 3 mois qu'elle est née. Donc c'est doublement le pays de l'exil, il faut aimer. Et ce pays qui, normalement, ma valise tout le temps était prête, un exilé, monsieur, dame, il a une valise derrière la porte. Bien de saisir ça, depuis toujours. Parce qu'on n'est pas émigré. L'exilé n'est pas un émigré, c'est quelqu'un qui a un projet politique, il a une pensée, il a une éthique.
Il vient dans d'autres pays sauver sa tête. Il ne vient pas pour d'autres raisons d'immigration. Moi, je n'ai pas de propriété à Bagdad. Je ne vais pas chaque année en vacances. Ce n'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, cette valise qui était derrière la porte, il faut finir avec. C'est terrible. Toujours, on va rentrer. On parle entre nous, les exilés. Demain, on va y aller, on va rentrer. Et c'est 30 ans. Voilà. Alors justement, on va parler de cette tentation du retour qui est forcément quelque part en toi et que tu as eu l'occasion de vivre il y a quelques années. Mais je voudrais vous lire le premier poème d'un recueil publié au Québec intitulé « Bagdad à ciel ouvert ». Donc voici ce premier poème qui ouvre une section intitulée « Poème avant le retour ». Après toutes ces années d'éloignement, je croyais, comme ce paquebot enraciné au milieu des rochers, comme cette bannière dressée sur la colline, je croyais, oui peut-être, qu'il y avait une maison dans la ville, là-bas. Après la guerre, quelque part dans une ruelle ou dans le miroir, quelqu'un me fera signe. Une sœur, une morte, le cadavre d'un père, un frère édenté. Des gens m'appelleront par mon prénom, ou bien un inconnu à l'oreille coupée et sans sourire m'attendra et me dira « La maison de tes parents n'est pas ici. Il faut aller encore plus loin. » Oui, tout à fait. Oui. C'est toujours compliqué quand on est à la fois poète, parce qu'au fait, la poésie, avec le temps, elle est très, très restreinte. On ne peut pas tout exprimer dans la poésie. C'est vrai, on parlait de l'exil et tout ça. Alors, c'est comment on peut réussir? C'est tout un travail. En fait, on ne se rend pas compte. C'est avec le temps que les choses se font. Les textes viennent et après on dit « Ah tiens, j'écris ça. Oui, je disais... » c'est difficile de mettre un titre Bagdad sur une couverture. Il n'y a pas de quelqu'un nu, il n'y a pas une phrase qui attire. Et du coup, cette manière d'être... constamment être hanté par une ville qui est magique, Bagdad, hein, dans vos têtes, je suppose, depuis la jeunesse, mais pour quelqu'un qui naît là-bas avec toute la souffrance, l'embargo, la guerre, la dictature, c'est synonyme de la dictature et des guerres, alors que la Mésopotamie, on a oublié tout ce qui est l'Irak, tout ce qui est important, qui nous apporte culturellement ici. Et c'est vrai qu'ici, quand je suis allé à Bagdad, c'était ça. Je ne connaissais rien. 30 ans, c'est beaucoup. Hein. C'est pas... Voilà, donc en fait le seul voyage de retour que tu aies pu faire en 2004. Hein, ouais. Donc après 30 ans d'exil, tu es arrivé en 75. 30 ans plus tard, tu retournes dans ton pays pour combien de temps? Un mois. Un mois. 30 ans, 30 jours. Voilà. Et depuis, il n'y a pas eu d'autres voyages en Irak. Malheureusement, voilà. Non. Voilà. Donc on imagine assez bien le choc du retour. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ou peut-être nous lire un texte? Il y a beaucoup de textes dans lesquels tu évoques la mer que tu retrouves. J'ai un petit poème, j'ai préparé. S'il te plaît. Alors, est-ce qu'elle est où? Voilà, je pense. Je peux lire Bagdad, mon amour, peut-être. Si tu veux. Ah, non, j'ai le texte là. Ça vous dit un petit poème? Enfin... Oui, vous m'excusez parce que j'ai que ça. Hein. C'est pas la danse de ventre, mais bon, c'est pas... Vous voyez, on peut rigoler. Hein. C'est un poème qui... qu'est-ce qu'on peut dire à sa mère pendant une absence pendant 30 ans? C'est vrai que c'était une question énorme. Mais moi, à l'époque, quand je suis allé, je n'ai pas posé cette question. Je me suis trouvé en 2004, donc les Américains étaient à Bagdad. Dieu sait que moi j'étais contre la guerre, contre l'intervention américaine, etc. Et du coup, c'était très bouleversant. Je suis arrivé plus ou moins avec une voiture, un taxi qui m'a ramené, je lui donnais l'adresse. Et je trouvais mes parents, ils ont changé plusieurs logements, comme dans la vie, quoi. Donc ils ont changé des quartiers, ils ont changé des maisons. Voilà, c'est mieux de lire les poèmes au lieu de raconter des histoires. Donc, voilà ce que j'ai écrit pour ma mère, après 30 ans. La maison avait changé d'adresse, ma photo avait changé de place. La table avait été pliée derrière la porte, la chaise de mon père aussi.
Seul le vieux tapis fleurissait le sol. Je te trouvais enfin dans un jardin nu, avec ton grand châle noir, l'esprit en dérive, enfilé dans tes prières, l'âge cousu sur le visage. J'ai cru serrer un palmier agonisant, puis dans mes bras, j'ai reconnu ma mère. Voilà. C'est les poèmes les plus, pour moi, c'est pas les meilleurs ou mieux, c'est pas ça l'histoire, mais c'est vrai que se concentrer après 30 ans d'exil, de voir que le père il n'est plus là, ils ont changé de maison, voilà la magie de la poésie quelque part et cette force dans des mots très simples, parce qu'il n'y a pas de phrases farfelues, il n'y a pas de discours. Et je suis heureux que la France, parce que c'est un poème écrit en français. Quand je suis allé à Bagdad, après 30 ans, j'écrivais pour mes enfants et pour ma compagne à Paris. Et moi, j'écrivais des poèmes. Je n'ai que ça à faire. Alors, elle me pose des questions. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des attentats. Et moi, je lui envoie des poèmes. J'ai dit, il faut écrire des poèmes. Il ne faut pas rater ces moments-là et de ne pas rentrer dans des discours, des lettres. Peut-être c'est ces moments-là de me laisser faire, au fait. Et c'est des poèmes-là qui s'appellent les poèmes de Bagdad, d'ailleurs. Et voilà, c'est un autre poème, si tu veux. Alors ta vie, oui, peut-être oui, simplement, non. Je voulais te poser une question. Oui. Ta vie d'homme est marquée évidemment par la guerre, la séparation, l'exil, la torture que tu as connue, la prison. Ça fait beaucoup. Hein, ce sont des choses qui sont extrêmement lourdes. Dans la vie d'un homme. On vit dans un pays ici où on parle, où des psychanalystes par exemple sont spécialisés dans la guérison des cauchemars traumatiques. Est-ce qu'on peut dire que la poésie, pour toi, a joué ce rôle d'une sorte de baume, de pansement à porter? Est-ce que la poésie peut guérir? Je n'ai pas la réponse, hein, je te la pose, je ne t'ai d'ailleurs jamais posé cette question. Est-ce que la poésie peut guérir un être humain de ces blessures profondes que sont les réalités que je viens d'énumérer? J'avoue que je n'en sais rien. Je ne sais pas si le côté clinique peut rentrer pour analyser la poésie, le côté moral et mental. Je ne sais pas. Je crois que quand je suis venu en France, je parlais très mal l'arabe, parce que je n'ai pas étudié, et le français, pareil. Le français, je l'ai pris dans le supermarché, dans la rue. Moi, je suis un ouvrier. Donc, j'ai étudié le soir à la fac, le théâtre, la philosophie, la langue française, et dans la journée, je travaille. Je travaille où? Dans un supermarché, parce que personne ne me prend autrement. Hein? À ce moment-là, moi, j'écrivais. J'écrivais sur les cartons, j'écris partout de la poésie. J'ai l'impression qu'en fait, l'idée de communiquer avec l'autre, pas simplement parler sa langue, mais prendre toute votre histoire. Moi, je connais votre histoire, de la France. Hein? Et peut-être c'est ça qui m'a... Cette idée de communiquer avec l'autre. Et de ne pas penser à ma personne. Je voulais vraiment dire aux autres ce qui se passe chez moi et pourquoi je suis ici et pourquoi je travaille dans votre supermarché, pourquoi je viens en France. Donc c'était tout le temps dans ma tête, c'est communiquer avec l'autre. Et cette communication est devenue, avec le temps, quelque chose qui, comment dirais-je, qui m'a aidé certainement, parce que je parle. Bien sûr. Bien sûr. J'ai l'impression que les poètes, il y a des poètes qui ne sont pas bavards. J'aime bien. Moi, je suis un poète très, très bavard. Parce que c'est mon côté oriental aussi. Hein. Donc, ça tombe très bien. Parce que j'utilise le langage. Je compose avec ma peine. Hein. Je compose avec. Et du coup, cette composition avec la peine, ça devient quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas pour convaincre l'autre. J'ai rien à convaincre, j'ai rien à vendre. Mais c'est juste communiquer avec l'être humain, l'autre. Il m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, après, on verra. Oui, justement, on va y venir. Mais en t'écoutant, je pense à ce beau vers, je crois, de Guillaume d'Orange, qui chante son mal, l'enchante. Absolument. Qui chante son mal, l'enchante. C'est vraiment ce que tu nous dis. Et puis, par ailleurs, j'ai le sentiment aussi, en t'écoutant, que la poésie, l'écriture, le territoire de l'écriture est devenu la patrie, est devenu tient-lieu de patrie. Oui, c'est ce que j'ai dit, au fait, quelque part, c'est quelque chose pour moi essentiel aujourd'hui. En fait, j'en ai marre d'écrire. Je vous dis entre nous. Hein. C'est ras-le-bol. Hein.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas. C'est comme une condamnation. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'on arrive à un stade de sa vie où on est réellement condamné à écrire. C'est-à-dire que c'est pas, on lit, on écrit, on regarde un film, on sort avec un texte, on parle avec un ami, il y a quelque chose qui, hein, c'est pas un échappatoire, c'est pas pour se sauver, c'est quelque chose. Mais ce que je disais tout à l'heure, mais c'est pas tout ce qu'on écrit est publiable. Pas tout ce qu'on écrit peut aller vers l'autre. Et ça rend l'alchimie, le travail, etc. Donc il y a une expérience qui fait, en fait, avec le temps. Écrire et publier sont deux choses bien distinctes. Absolument. Bien distinctes. Absolument. Elles sont souvent confondues. Hein. Moi, dans ma pratique d'éditeur, je vois qu'elles sont souvent confondues par les gens. Comme si, d'une part, écrire et publier devaient être deux réalités extrêmement proches l'une de l'autre. Or, on sait qu'il y a parfois des textes qui attendent 10 ans, 20 ans, 30 ans, parfois un siècle avant d'être publiés. Hein. Tout à fait. Voilà. On va aborder ce troisième temps de notre échange qui est celui du dialogue avec l'autre. Tu as déjà commencé à en parler, et en particulier d'un dialogue très singulier qui s'est cristallisé autour d'un livre, Bagdad, Jérusalem, à la lisière de l'incendie. Alors on a vu que Bagdad est souvent présent dans tes titres. Hein, il y a Bagdad, mon amour, Bagdad à ciel ouvert, Le retour à Bagdad. Et le retour à Bagdad. Imaginez un écrivain français en exil qui parle souvent de Paris. Hein, voilà, en tout cas, c'est un peu cette réalité-là. Oui, et puis ce livre, tout à fait étonnant, Bagdad, Jérusalem, à la lisière de l'incendie. Alors, le titre n'est pas présenté tout à fait sur le livre, la couverture que vous avez sous les yeux, de la même manière, puisque le trait d'union entre Bagdad et Jérusalem a été remplacé par cette curieuse phrase qui est le sous-titre « À la lisière de l'incendie ». On peut peut-être évoquer les circonstances très particulières qui ont présidé à la naissance de ce livre. C'était au cours de l'été 2010. Lui, 2011. Il était présent, hein, c'est pour ça qu'il me laisse parler tout seul. J'étais présent. Hein. Lui était présent à ce moment-là. Ah ben alors je vais le raconter de mon point de vue. Voilà. Un soir, nous étions au festival de poésie de Sète. C'était la première édition de ce festival. Donc je crois que c'est juillet 2010. Oui, c'est ça. Juillet 2010, nous étions invités tous les deux comme poètes. Et je venais de créer ma maison d'édition, donc j'arrivais avec 4 livres, et dont notamment Le balayeur du désert, qui venait de sortir. Et un soir, alors que les éditeurs, les libraires commençaient à ranger leur étal, Salah me dit « Tu vois le type qui est là-bas, au fond de la place, là, au bout de la place ? Ben, c'est mon frère. » Je dis « Comment ça, c'est ton frère ? Tu as un frère qui est venu d'Irak ?» Je dis « Ah non, lui, il n'est pas venu d'Irak, il vient de Tel Aviv. » Je dis « Attends, explique-moi. » Et Salah me dit « Ben voilà, tout simplement, je viens de découvrir dans le programme du festival que j'ai un frère que je ne connaissais pas, puisque ce poète israélien, Ronnie Somek, qui me ressemble, effectivement, il te ressemble, est né la même année que moi, dans la même ville, Bagdad. Alors, je dis forcément, c'est formidable. Viens, on va le chercher, on va voir si lui aussi il boit du vin. Hein. Et on va se mettre autour d'une table. Voilà, donc on a passé 1 heure ou 2 à la terrasse d'un café. Et puis, à la fin de la soirée, l'idée de faire un livre, c'est-à-dire d'élargir les dimensions de la table autour de laquelle nous étions assis à celle d'un livre, cette idée est née. Mais entre-temps, il y a eu un coup de téléphone, je voudrais que tu le racontes, parce que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Oui, c'est fait. Je suis toujours ému de parler de ça, parce que c'était pas du tout faire un livre pour le livre de poèmes. Je trouve qu'Ronnie Somek, il est juif, irakien, et qu'il était pourchassé, comme on a pourchassé les juifs dans le monde arabe, et que les juifs irakiens étaient également pourchassés. Je suis désolé d'y aller par là, parce que c'est comme ça qu'il amène mon histoire avec Ronnie Somek. Et c'est vrai que quand j'ai vu Ronnie Somek, plusieurs fois, moi je suis émotif, je pleure facilement. Et on a pleuré tous les deux. On a 60 ans chacun. Hein. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, je lui dis, Ronnie ? On parle irakien un peu, parce qu'il parle mal. Sa mère lui a appris en Israël. Il était petit quand il est parti de l'Irak, pourchassé. Il avait 3 ans, peut-être 1 an et demi, 3 ans. Mais il parlait. Sa famille, ils ont gardé la langue irakienne chez eux. Et je lui dis, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, aujourd'hui ?
avec tout ce qui se passe comme des guerres, la haine, Israël, les Arabes, les Juifs. On a marre. Et nous, les écrivains, nous sommes aujourd'hui des poètes. Lui, il est très connu en Israël. C'est un grand poète israélien. Je lui dis, on ferait un livre. Et pour nous, il n'a pas continué. On a parlé des livres après. Et on a parlé de Bagdad, mon amour, Bagdad, Jérusalem, à la lisière de l'incendie. Oui, à la lisière de l'incendie, parce que ça brûle. Nous, les Irakiens, lui comme moi, on peut être pourchassés aujourd'hui. Moi, les islamistes, ils peuvent voir ma peau. Je fais un livre avec un Israélien. Ce n'est pas avec un Juif. Ah oui, c'est un Israélien. C'est une source de problème pour un Arabe, et un Arabe musulman en particulier, face aux islamistes. Pour peu. Oui, alors, et pour l'éditeur aussi. C'est le risque de se faire casser la figure 2 fois ou de se faire embrasser sur chaque joue. Voilà, ça dépend. Et c'est un peu ce qui se produit. Ça dépend. Voilà. Et donc, à ce moment-là, quand on a parlé, le téléphone sonne, le téléphone de Ronnie, et Ronnie parle avec sa mère en hébreu. Et donc, je lui dis, tu parles avec qui, là? Il me dit, avec ma mère. Je lui dis, donne-le-moi, je vais lui parler. Au fait, c'était extraordinaire parce que j'ai l'impression que je parlais avec ma mère. Ben oui, mais je n'ai pas de mère, moi. Alors lui, il a une mère, elle est en Israël, sauf que moi, ma mère, elle est à Bagdad. Et ma mère, elle est analphabète. Ma mère, elle ne sait ni lire ni écrire. C'est pour ça qu'il le relationne avec Camus. Sa mère, elle ne sait pas lire ni écrire. Et je lui donne, moi, le téléphone. Alors, il me tend le téléphone et je parle avec sa mère. Donc, je lui parle en irakien. Alors, je dis bonjour. Elle me dit shalom. Je dis bonjour, toujours en irakien, marhaba. Elle a compris que je ne suis pas juif. Je ne dis pas shalom. Je dis shalom avec plaisir, mais je voulais l'amener vers langage quotidien de Bagdad. Et elle me dit, c'est toi, Salah, qui veut faire un livre avec mon fils. J'ai dit, oui, je suis très, très heureux de l'idée de faire. Et elle m'a dit quelque chose qui est toujours bouleversant pour moi quand je me souviens, avec sa voix de vieille dame. Elle m'a dit, je suis très, très heureuse qu'enfin un Irakien tende la main à mon fils. Vous voyez la poésie, allez-y. Quelqu'un veut écrire des poèmes, on y va. Il y a quelque chose à faire. Et une femme, pourquoi elle me dit ça? Mon Dieu, je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc doublement bouleversé, bien entendu. Ces paroles de cette femme. Le temps passe, pardonne-moi Bruno, le livre sort, et pareil, elle dit, on est au téléphone, elle dit, Inch'Allah, que vos poésies seront lues à Bagdad. L'espoir. Une femme qui a complètement tourné la page de l'Irak depuis des années. Et je disais que c'est bon, cette mémoire, nous sommes, René comme moi, nous sommes passeurs de mémoire. Oui, partager la douleur de l'autre, partager la souffrance de l'autre, pas simplement être poète de loin, être poète dedans. Et c'est ça, ce livre. Et Bagdad, Jérusalem. Et j'espère si demain, moi je meurs, vous, messieurs, dames, vous parlez de ça, en disant qu'il y a un Irakien musulman, un Irakien juif israélien, ils ont fait un livre ensemble, et on continue de faire d'ailleurs, parce qu'on a d'autres idées. Voilà. Alors peut-être dire que ce livre est publié en 3 langues, en français, arabe, hébreu, c'est pas très courant. Le français étant le trait d'union finalement entre l'espace du partage, l'espace de la rencontre, entre les 2 langues et les deux cultures, les 2 hommes. Dire aussi que vos 2 écritures sont extrêmement dissemblables. La voix de Salah Al-Hamdani, vous l'avez entendu, c'est un grand chant puissant, lyrique. Si on le comparait à une boisson, je dirais que c'est un vin chargé de soleil. C'est le vin des côtes au sud de la Méditerranée, enfin voilà. Et quant à Ronnie Sommet, c'est pas du vin, c'est du serpolet, c'est je sais pas quoi. C'est quelque chose d'aigre-doux, c'est de l'humour au 3e degré. Alors, ce sont plutôt des petites proses. Donc c'est pour toi, c'était un problématique. Pour moi, c'était un vrai problème. C'était un vrai problème. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on va faire un livre avec des textes aussi différents l'un de l'autre?
Voilà. Alors la première réponse a été de dire, eh bien, on va essayer de trouver des thématiques communes. Ils ont l'un et l'autre un poème consacré à la guerre, des poèmes consacrés à Bagdad, des poèmes consacrés à leur propre mère, à l'amour, etc. Alors on a commencé à jouer comme ça sur des duos, des dialogues. Oui, ça marchait pour 5 ou 6 textes, et puis après c'était complètement terminé. Complètement terminé. Donc on a envisagé un autre livre très différent. Imaginez deux fils, 2 cordes de couleurs très différentes, correspondant chacune à leurs univers poétiques, et nous les avons entrelacés, torsadés. Voilà. Et en faisant très très attention au moment où une corde passe au-dessus de l'autre, où elles se croisent, c'est-à-dire lorsqu'une section se termine avec un poème, par exemple de Rony Sommeck, qui pose une question à laquelle répond, parfois sans le savoir, le poème de Salah qui ouvre la section suivante. Voilà. Le livre débute avec un poème de Rony Sommeck adressé à Salah Al-Hamdani. Je vais vous le lire parce que c'est une façon de rendre présent notre ami. Alors je ne vais pas le lire en hébreu, je vais le lire, j'en serai incapable. Je vais vous le lire en français. C'est un poème qui s'intitule « En marge d'un renouvellement du passeport irakien » pour Salah Al-Hamdani. Entre les lèvres du tailleur qui coudra mon costume du retour, l'épingle tremblera. Quand il ouvrira la bouche, elle le piquera. J'inventerai une nostalgie piégée par le ruban. La mémoire de Bagdad l'infidèle entourera son cou comme la corde du pendu. Et le livre se termine par un très long poème, très beau poème de Salah Al-Hamdani, dédié à Rony Sommeck, intitulé « À la lisière de l'incendie ». Peut-être peux-tu nous faire entendre un passage ? Une phrase, oui, c'est d'accord. Oui, en fait, regarde, fils de Bagdad, j'ai connu des chemins caoutchoucs recouverts par des années stériles, et à présent la pluie somnole dans le port de palmiers. Regarde comme je dessine un cheval tourné vers le crépuscule, son hennissement au milieu d'une rivière asséchée, adressé à un village abandonné à son destin. Lorsque l'équilibre de ton silence s'envole vers le tourment de la séparation, je prononce ton nom et les frontières me ferment la porte au nez. C'est vrai. Peu importe ce qu'ils diront les marchands de guerre, les hypocrites, il y a des nuages bavards dans les rues de Bagdad et des assassins venus d'au-delà des frontières. N'oublie jamais ton pays, l'Irak. Viens, rejoins-moi pour abattre les murs et chérissons les cendres de nos morts. Il n'y a pas de justice par le fouet et le temps nous rétrécit quand on croit l'absurdité de la vie. Des oiseaux de papier s'abattent comme la mousson. Regarde, je lance une épine dans la gueule de néant. Viens, déchirons ensemble le langage qui monte sur la paix. Incitons-les à la révolte. Et puis ces 2 extraits de poèmes que nous avons placés en 4e de couverture, qui sont 2 textes qui semblent se répondre, qui se répondent. Rony Sommeck écrit ceci: « Fais en sorte que la larme sur la joue du cygne soit la première pierre dans l'océan de la joie et que j'apprenne à nager. » Et Salah Al-Hamdani lui répond: « Tu murmures en hébreu à propos de Bagdad des mots émigrés de mon cœur, nués de tourterelles, vers des îles inconnues. » Alors, le dialogue se poursuit. Il se poursuit physiquement, puisque Rony Sommeck est déjà revenu 2 fois en France pour des rencontres. Et puis, il se poursuit dans le livre « La poésie au cœur des arts », que nous venons de publier, qui est l'anthologie du Printemps des poètes, dans lequel figure un petit carnet de création de Salah Al-Hamdani et de Rony Sommeck. Alors, voici le travail fait par Rony Sommeck, une photomontage avec 2 demi-visages
celui de la mère de Roni, celui de la mère de Salah. Ta maman, Salah, est à gauche de l'image. La maman de Roni est à droite. Avec ses deux demi-visages, Roni n'en a fait qu'un. Et il a envoyé cette photo à Salah, qui a écrit les deux poèmes que voici. Vulnérabilité et La grêle de janvier. Vulnérabilité dédiée à la mère de Roni Sommeck, qu'il avait eu donc au téléphone il y a quelque temps, et puis La grêle de janvier dédiée à sa propre mère. Est-ce que tu veux nous les lire, Salah? Attends. C'est bon avec ta voix. Voilà. Vulnérabilité. Pour la mère de Roni Sommeck. Des songes encore intacts reviennent avec l'orage, puis comme des chiots se dispersent dans le vide. Les saisons s'accordent avec le corps, les visages aussi. Ils simulent le lever d'un soleil trempé, une route qui monte avant de disparaître, et la fragilité de l'oiseau, au cœur de la tornade, rejoint les ruines de l'infini. Étonne-moi, mère, voie lactée qui frémit, abandonne l'illusion, cette coïncidence moqueuse, et chante le large lorsque l'herbe caresse la rosée de la nuit. La grêle de janvier, pour ma mère. La grêle s'éloigne. Les volets ne claquent plus, il n'y a plus de pluie, plus de lune dans le caniveau. J'entends les craquements du jour, le ciel respire dans la pénombre, plus de bateaux ici ni de pêcheurs. Adossé au crépuscule de la page, je te vois là-bas devant ton mur paisible, et je referme mon cahier sur ton visage. Je vais lire d'autres textes. Comme tu veux, non, ça ira. On a encore un peu de temps pour peut-être un échange avec vous. Pendant que vous pensez aux questions, que vous préparez vos questions, quelques mots sur cette anthologie, La poésie au cœur des arts, parce que je voudrais vous montrer 2 ou 3 pages, notamment celles-ci qui sont en lien assez direct avec ce que nous venons de dire. Un carnet de création qui a été réalisé par l'artiste Mylène Besson et le poète Michel Ménaché, que Salah connaît. Michel est un poète franco-turc, très sensible aussi à cette question du dialogue entre les rives de la Méditerranée. Et ils ont ensemble conçu ce carnet de création à la mémoire de Nadia Adjouman, la poète afghane, qui a été assassinée, qui est morte sous les coups de son mari en 2005, je crois. Voilà. Et je suis en train de préparer une anthologie des femmes afghanes qui paraîtra normalement pour le 8 mars 2015. Voilà. Alors, je vous montre ce triptyque sans visage, magnifique. On part d'un dessin de Nadia Adjouman, réalisé par Mylène Besson, puis le poème, une partie du poème de Michel Ménaché, et enfin ce fameux triptyque sans visage, où l'on voit le visage de Nadia Adjouman qui s'efface peu à peu. Voilà. Et je termine la présentation de cette anthologie en vous disant que, au risque de le mettre mal à l'aise, Yves Moulet, présent dans cette salle, est également présent dans cette anthologie avec voilà, ce carnet de création intitulé « Écrire surtout, surtout écrire », puisque Yves Moulet écrit ses poèmes sur des bâtons, sur des ardoises, sur des galets, et que nous avons réalisé alors une double page qui lui doit tout. D'abord, cette photo de ces fameux bâtons gravés, et le travail de l'éditeur a consisté à réaliser à côté des espèces de calligrammes, voilà, avec des textes de Yves. On a essayé de retrouver cette logique du bâton gravé. Et vous voyez que cette poésie est marquée justement par la force du message. Il y a des choses qui sont extrêmement belles, voilà, que vous pourrez découvrir dans cette anthologie. Et puis un mot pour vous dire également que
est présente actuellement à Paris la poète israélienne Hadass Attal, que j'ai la chance de publier. Alors Hadass Attal, c'est une poète qui n'est pas très connue en Israël, qui n'avait jamais été publiée en Europe, et dont les textes m'ont profondément touché, voire ébranlé il y a quelques mois quand je les ai découverts. Et nous venons de publier un recueil intitulé « Dans un fracas de plumes ». Je vous le dis parce que je sais que la librairie Vent d'Ouest a amené des livres, le livre d'Hadass Attal. Et simplement ces 2 vers que je trouve absolument très beaux et qui résument pour moi ce qu'est la poésie, c'est-à-dire une évidence qui reste mystère. Elle écrit ceci dans ce livre: « En chaque oiseau chante un oiseau, le premier n'a pas de nom. En chaque oiseau chante un oiseau, le premier n'a pas de nom. » Voilà. Peut-être cet oiseau est-il allé se percher sur un des bâtons de coudrier d'Yves Moulet. Voilà. Alors, il nous reste suffisamment de temps pour prendre quelques questions. Merci beaucoup, Bruno, pour cette conférence. Moi, je voudrais avoir un mot pour Salah, parce que quand il a parlé de la responsabilité de l'écriture, j'ai pensé à Mahmoud Darwish tout de suite. Il a eu le même vécu, le même choc, la révélation de la responsabilité de l'écriture quand il est revenu sur Birwa et qu'il a vu sa ville rasée par les bulldozers. Oui. Donc c'est important, l'écriture, c'est une arme blanche, celle du stylo, sur la pureté du papier. Et, pardon, vous permettez ? J'ai cette nuit, j'ai relu les 2 livres qui sont Bagdad à ciel ouvert et puis L'arrogance des jours, et j'ai retenu l'homme qui noie son humanité dans l'obscurité du silence sera délaissé par la sagesse. C'est beau. Et dans le 11e regard, vous dites « Là-bas, les sages du désert n'ont pas de place et se contentent d'applaudir au rythme du cœur des chiens. Là-bas, les enfants des sables sont devenus des hommes qui hurlent aujourd'hui contre leur propre destin. Ce sont ceux-là même qui soufflent dans l'insomnie du verger d'une maison abandonnée. » Et en France, j'espère que l'on enseigne encore qu'entre les 2 fleuves mésopotamiens, entre le Tigre et l'Euphrate, eh bien, il y a une région riche et heureuse où croissent les blés. Ce croissant fertile, c'était une des régions les plus riches du Moyen-Orient, mais aujourd'hui convoitée par l'or noir. Et cette région a laissé la place aux yatagans, au cimetière de la guerre. Ce croissant fertile est devenu un croissant servile. Et dans ce croissant servile, entre les 2 fleuves, eh bien, il y a eu des dictateurs qui ont construit le château de la faim. Je crois que si vous lisez l'œuvre de Salah, vous saurez ce que c'est que le château de la faim. Il y est allé. C'est l'endroit où entraient dans cette forteresse les prisonniers, mais ils n'en sortaient jamais. Toutes les dictatures ont mis en place des horreurs en Syrie avec Staline, les prisons de la Stasi, les prisons de la Syrie actuellement, les mâchoires du garrot de Franco, les stades du Chili, enfin bon, il y en a bien d'autres. Tout cela contribue au livre empoisonné, à la convoitise, au mensonge. Le poète, comme vous le dites, doit surgir du miroir et être celui qui porte comme une bannière d'espoir sur les prairies. Salam dit « Je suis l'épi de blé, guetteur de l'aube, au bord du chemin interminable. » S'il y avait un étendard de la poésie, ce serait
un épi de blé. Merci, Salah. Et merci pour ce toujours présage d'espoir. Et merci à Bruno aussi, qui donne la parole. Merci. Merci beaucoup. Et je garde le silence parce qu'après ça, je me tais. C'est très beau. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus, hein? Merci. Entre parenthèses, j'ai travaillé avec le troupe de l'Hakawati de Jérusalem avant de sortir les livres Bagdad, Jérusalem et d'autres. C'était avec François Abou Salem. C'était un troupe de l'Hakawati qui était créé par des chrétiens et des musulmans et des juifs à Jérusalem même, qui ont fait des tournées. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec ce troupe qui s'appelait Kufr Shamma, justement, où on dénonçait à l'époque l'armée israélienne qu'ils ont rasé un village. On parlait de Mahmoud Darwish. Bien entendu. Donc j'ai déjà, quelque part, participé sur scène pendant 2 mois et 2 mois, faire une tournée générale en Europe pour justement dénoncer l'agressivité de cette époque contre des villageois palestiniens. Oui, je vous apporte le micro. Merci. J'aimerais simplement poser une question qui n'a qu'un lointain rapport avec la poésie. Pour l'exilé que vous êtes, qu'est-ce qui est le plus difficile, être éloigné de sa terre ou de sa mère ? Non, je ne sais pas si je peux répondre à ça. En tout cas, avec le temps, je disais que Bagdad m'a fait naître et la France m'a fait homme. J'ai donné déjà comme une entrée. Au fait, je suis un homme aujourd'hui et c'est grâce à la France. Ma parole, elle va également sur ce plan-là. Ma mère restera ma mère, bien entendu que j'ai beaucoup de nostalgie pour elle. D'ailleurs, j'écris souvent pour elle. Même que je savais qu'elle ne lisait pas, je suis hors son intérêt. D'ailleurs, elle a fait le deuil sur moi. Ma mère, quand je le parle au téléphone, elle ne me donne pas de nouvelles. Elle est malade, elle est vieille. Et du coup, aujourd'hui, je pense, c'est la France. On va rester sur ce dernier mot. Alors, on a commencé avec Bagdad et on finit avec le mot France. C'est pas grave, mais c'est vrai que cette question est un peu... Ça me mène vers des sentiments vers ma mère, bien entendu. Là, la terre, moi, je n'ai pas de drapeau. En fait, la terre liée directement à un drapeau. La mer, elle peut être une nation aussi. Hein. Quand je dis la France, c'est ça. Je suis aujourd'hui... un amoureux fou de la France. Je vis ici, je veux dire, c'est mon pays, et j'essaye pas d'être poète français. C'est pas ça qui m'anime dans la vie. Non, d'être tout simplement un citoyen de ce pays, tout simplement, en fait. Voilà, et puis Salah Al-Hamdani fait aussi partie de ces écrivains qui aujourd'hui écrivent en langue française alors qu'ils viennent de pays non francophones. Je tiens à le faire remarquer, ça doit être dit au moins une fois dans cette conférence parce que on se plaint à juste titre de l'érosion de l'influence de la langue française dans un monde qui devient de plus en plus anglophone. Hein, mais il y a une génération d'écrivains, de poètes et même de romanciers. L'un d'eux, venant d'Afghanistan, a même obtenu le prix Goncourt il y a quelques années, qui portent très très haut les couleurs de la langue française et qui sont, pour nous, écrivains français, une source de vitalité créatrice extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils font descendre la langue française à la rivière et ils lui frottent le dos avec des herbes parfumées. Voilà. Hein, c'est pas de moi, c'est de René Depestre. Mais voilà, dans un libre éloge de la langue française, il disait « De temps en temps, il est juste et bon de descendre la langue française à la rivière et de lui frotter le dos avec les herbes parfumées qui poussent juste en amont de mes racines d'anciens nègres marrons. » Voilà. La poésie reprend du poil de la bête.
Ben voilà. Avec toi, la poésie reprend du poil de la bête.